L'unique. Chapitre 17. Infiltration et surprise. Des traîtres dans l'ombre. Le geste échappe à l'esprit. Un réel se dévoile. Après le repas du soir, sa mère, fâchée de voir qu'Ozipi s'était remise à ses vieux démons, exigea de lui une pause. C'est ainsi qu'il se retrouva au salon, avec le reste de la famille, à regarder un film à la télévision, une activité qu'il n'avait pas pratiquée depuis des lustres. C'était une version réactualisée des Incorruptibles, avec Kevin Costner en Elliot Ness, qui allait faire tomber le grand Al Capone. Dès les premières minutes, Ozipi fut irrité par le film. Tout y était prévisible. Ainsi, le ton général d'une scène permettait de savoir immédiatement ce qui allait ou n'allait pas fonctionner, comme dans ces problèmes que donnent les profs, et dont on connaît la réponse non pas en réfléchissant à la question, mais d'après la couleur de celle-ci, le thème de la leçon, ou même seulement l'intonation de la voix de celui qui la pose. Cette réflexion de l'adolescent, Irénée la trouve particulièrement juste. Il la rapproche de la fameuse histoire de Hans, ce cheval qui était censé savoir compter. En réalité, Hans était incapable d'additionner, soustraire, multiplier ou diviser, mais son talent était bien supérieur. Il avait la capacité de lire, à l'insu de celui-ci, le langage du corps de celui qui lui posait la question. Ainsi, Ozipi comprit immédiatement que la première opération d'Elliot Ness, celle où il était censé piéger le gang de Capone dans un entrepôt contenant une cargaison d'alcool, allait échouer. D'abord, bien sûr, parce qu'il s'agissait de sa première opération, et que pour la courbe d'intensité du film, il était nécessaire que le héros parte d'une situation relativement désastreuse, mais aussi parce qu'il avait l'air trop sûr de lui. Inutile de se demander pourquoi cela allait capoter. La cause était entendue. Civium, civium, civium. Et si par la suite on apprenait que Capone avait été prévenu parce que les flics étaient totalement infiltrés, cette explication venant un peu plus tard n'était pas vraiment nécessaire. Sauf que... Mais oui ! Cria presque Ozipi, faisant sursauter tout le monde, y compris sa mère, assoupie comme d'habitude à la fin du premier quart d'heure. Pardon, enchaîna-t-il. Excusez-moi, c'est à propos du devoir de maths que je dois rendre pour la rentrée des vacances. Il y avait une question qui me bloquait et je viens de trouver la réponse. Papa, je peux aller dans ma chambre pour le terminer ? D'accord, mais pas de console de jeu. Voyons, papa, t'as pas confiance ? Lança-t-il, disparaissant dans les escaliers sans attendre la réponse. Dans sa chambre, Ozipi s'assit un moment sur son lit. Il resta immobile, tentant de retrouver la piste de solution, et en cela il n'avait presque pas menti, celle issue des Incorruptibles, qu'il avait frappée. Tout partait de cette idée d'infiltration. L'opération d'Elliot Ness avait échoué parce que la police était totalement infiltrée par le réseau d'informateurs d'Al Capone. C'est ainsi qu'à chaque fois que l'incorruptible en chef décidait d'une action, avant même qu'il ait mobilisé l'ensemble de ses forces, l'entrepôt plein de whisky ne contenait plus que des ombrelles chinoises, et le grand Elliot était ridiculisé le lendemain matin en première page du Chicago Tribune. Le jeune adolescent y avait vu un rapport étroit avec l'échec de ses propres tentatives pour surprendre son Al à lui. Et si Ozipi lui-même était infiltré par le malin, il s'était décidé à lui attribuer une majuscule depuis que leur proximité s'était renforcée, au fil de toutes ses tentatives pour le piéger. Comment réagir lorsque des informateurs sont dans la place ? Dans le film, Elliot Ness avait réduit son équipe en choisissant des personnes de toute confiance. Si mes yeux sont sous écoute téléphonique, je dois m'en passer pour décider. Au moins pour l'information responsable de la prise de décision. Donc,
Exit l'ordinateur. Cette décision de me retourner, je dois la prendre seul, mais de façon imprévisible, comme j'ai appris à le faire grâce à la pensée du non-être. De la même façon que j'ai réussi à la mettre en application dans le jeu des tapettes. Comme j'ai giflé la main de Jimmy P, je dois être capable de gifler la joue du malin. Un vers lui revint en mémoire. Silence de mots, de gestes, de pensées. Pour augmenter les choix possibles et rendre plus difficile la prévision de son geste, il résolut de se tourner aussi bien vers la droite que vers la gauche. Ces réflexions faites, Ozipii décida de passer à l'action sans attendre. Il sortit d'un des tiroirs de son bureau un petit miroir rectangulaire, celui qu'il attachait parfois avec ses lacets sur ses baskets pour des blagues douteuses, et le posa devant lui sur une petite étagère. Il prit quelques inspirations lentes sur le rythme 3, 2, 5, 2, puis s'immobilisa. La première fois qu'il se retourna, il vit très distinctement le flou. Irénée, assis sur un banc de pierre dans son jardin calabré, a levé brusquement les yeux du livre. Un mélange de surprise et d'amusement illumine son visage. Il ajuste ses lunettes, une esquisse de sourire aux lèvres. Distinctement le flou, se dit-il, secouant ses épaules. Quelle drôle d'expression! Presque un oxymore, non? Comment peut-on voir distinctement quelque chose qui est flou? C'est comme dire qu'on entend clairement un murmure inaudible. Ce garçon, Ozipii, a une façon bien à lui de décrire les choses. Mais suis-je bête? Ce n'est pas de lui, c'est de l'auteur. Suite à cette découverte, il n'en est que plus perplexe. Posant le livre un instant, son regard se perd dans les ombres dansantes des oliviers, tandis que son esprit s'active, cherchant à comprendre ce que ce flou pouvait bien signifier. Comment expliquer cette altération de la matière ou de la vue, se demanda-t-il. Si Ozipii le voit si distinctement, ce n'est pas juste un défaut de vision, n'est-ce pas? Peut-être que ce sont les rayons lumineux qui parviennent à ses yeux qui sont affectés. Oui, ça pourrait être ça, une sorte de distorsion, un jeu de lumière qui brouille ce qu'il voit, mais sans toucher à la réalité elle-même. Ça expliquerait pourquoi il insiste sur ce flou. Ce n'est pas la pièce qui change, c'est sa perception qui est perturbée. Irénée hocha la tête, rassuré par cette hypothèse, restant cependant un peu soucieux à l'idée qu'Ozipii puisse être en danger. « Non, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, » dit-il, avec une tendresse naïve, s'adressant à l'auteur. « Oui, ce n'est qu'un effet d'optique, rien de plus. La réalité autour de lui est intacte. Ses murs, son miroir, tout est là, bien solide. » Et, comme s'il interrogeait l'auteur, « Ce n'est qu'un tour de lumière, une illusion, n'est-ce pas ?» Un craquement léger comme un murmure dans l'air interrompt ses pensées. Catek, 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 catek. Irénée sursaute, le livre tremblant dans ses mains, et il scrute les oliviers. Rien pourtant. L'ombre d'une feuille semble onduler. Flou, comme si le jardin vacillait. C'était la toute première fois qu'Irénée entendait ce qui aurait pu être de petits cris d'oiseaux, mais qui n'en étaient pas. Pour éloigner la partie sombre de ces appels répétés, il cherche son carnet et les mots pour conjurer ce goût de mauvais sort qui lui vient en bouche. Fragile oiseau qui chante les chemins que le cœur invente, où as-tu volé ces ailes? Rien ne m'enchante autant qu'elle, invisible dans le feuillage, libre, légère au vent des pages, et si douce au corps des nuages. Glisse ton bec tout près de moi, et chante tes mots sous mon toit.